Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, Le Comte de Morey. Par Alexandre Dumas. Premier volume. Chapitre 1. L'hôtellerie de la Barbe Peinte. Le voyageur qui, pour ses affaires ou pour son plaisir, venait, vers la fin de l'an de grâce 1628, passer quelques jours dans la capitale du royaume des Lys, comme on disait poétiquement à cette époque, pouvait avec certitude s'arrêter, recommandé ou non, à l'hôtellerie de la Barbe Peinte, située rue de l'Homme Armé. Il était sûr d'y trouver, chez Maître Soleil, bon visage, bonne table et bon gîte. Il n'y avait point à s'y tromper d'ailleurs, à part un ignoble cabaret qui faisait le coin de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, et qui, remontant au plus obscur Moyen-Âge, avait, par son enseigne, représentant un homme armé, donné son nom à cette ruelle, qui ne compte encore aujourd'hui que 5 numéros impairs et 4 numéros pairs. L'hôtellerie dans laquelle nous allons introduire nos lecteurs tenait une place trop importante, et attirait les chalands par une trop majestueuse inscription pour qu'un voyageur, quel qu'il fût, eût l'idée d'aller plus loin, une fois qu'il était arrivé en face d'elle. En effet, outre le carré de fer blanc, orné de découpures à jour, qui grinçait au moindre vent, au bout d'une tringle terminée par un croissant doré, carré de fer blanc, qui représentait le Grand Turc, orné d'une barbe du ponceau le plus éclatant, ce qui justifiait ce nom étrange de l'hôtellerie de la Barbe Peinte, on pouvait, sur la façade de la maison et au-dessus de la porte d'entrée, lire le rébus suivant. Ce qui signifiait, en adjoignant l'enseigne à l'inscription, et en ne faisant qu'un des deux. À la Barbe Peinte, Soleil, loge à pied et à cheval. L'enseigne de la Barbe Peinte pouvait rivaliser d'ancienneté avec celle de l'Homme Armé, mais nous devons avouer en notre qualité de romancier, qui nous impose, à l'endroit de la vérité, des devoirs auxquels ne s'astreignent pas toujours les historiens, que l'inscription était toute moderne. Il y avait 2 ans à peine que l'ancien aubergiste, avantageusement connu sous les noms et prénoms de Claude Cyprien Mélangeois, avait pour la somme de 1000 pistoles cédé son établissement à maître Blaise Guillaume Soleil, son nouveau propriétaire. Or, ce nouveau propriétaire, sans respect pour les droits séculaires des hirondelles qui faisaient leur nid à l'extérieur, et des araignées qui tissaient leur toile à l'intérieur, avait, à peine l'acte de vente passé, appelé les peintres et les tapissiers, fait gratter la façade, fait meubler les chambres de son hôtellerie et fait tracer enfin, au regard ébloui de ses voisins, qui se demandaient où Maître Soleil pouvait prendre tout l'argent qu'il dépensait, le pompeux rébus que nous avons eu l'honneur d'expliquer plus haut à nos lecteurs, non point, Dieu nous en garde, par doute de leur intelligence, mais par le désir, tout égoïste, de ne pas les voir, pour faire une recherche dont nous pouvions leur épargner la peine, s'arrêter inutilement au commencement de notre récit. Les vieilles femmes de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie et de la rue des Blancs-Manteaux avaient d'abord, en vertu des qualités sibyllines qu'elles devaient à leur âge avancé, prédit, en hochant la tête de droite à gauche, que tous ces embellissements porteraient malheur à la maison, dont l'achalandage tenait justement à son aspect connu depuis des siècles. Mais à leur grand dépit, et au suprême étonnement de ceux qui les prenaient pour oracles, la prédiction funeste ne s'était point réalisée, et tout au contraire, l'établissement avait prospéré, grâce à une clientèle aussi nouvelle qu'inconnue, laquelle, sans faire tort à l'ancienne, avait augmenté, et nous dirons même doublé les recettes que l'hôtellerie de la Barbe Peinte faisait, du temps où les hirondelles bâtissaient tranquillement leur nid au coin des fenêtres, et où les araignées tissaient non moins tranquillement leurs toiles aux angles des appartements. Mais peu à peu, une certaine lueur s'était faite sur ce grand mystère. Le bruit avait circulé que Madame Marthe Pélagie Soleil, personne fort alerte, fort avenante, encore jeune et encore jolie, vu qu'elles avaient 30 ans à peine, était la sœur de lait d'une des dames les plus puissantes de la cour, laquelle dame avait, de ses deniers, ou de ceux d'une autre dame, encore plus puissante qu'elle, avancé à Maître Soleil l'argent nécessaire à son établissement, et que c'était cette sœur de lait
qui recommandait l'hôtellerie de la Barbe-Peinte aux nobles étrangers, que l'on voyait depuis quelque temps circuler dans les rues, jusque-là assez mal fréquentées, du quartier de la Verrerie et de la rue Sainte-Avoye. Qu'y avait-il de vrai, qu'y avait-il de faux dans toutes ces rumeurs? C'est ce que la suite de cette histoire nous apprendra. En tout cas, nous allons voir ce qui se passait dans une salle basse de l'hôtellerie de la Barbe-Peinte, le 5 décembre 1628, c'est-à-dire 4 jours après le retour du cardinal de Richelieu de ce fameux siège de La Rochelle, qui nous a fourni un des épisodes de notre roman des Trois Mousquetaires, et cela vers 4 heures de l'après-midi, heure à laquelle, vu la hauteur des maisons et le rapprochement des murailles, le crépuscule commençait, et doit commencer encore à tomber dans la rue de l'Homme armé. Cette salle basse était occupée momentanément par un seul personnage, mais comme ce personnage était un habitué de la maison, il y faisait à lui seul autant de bruit, et y tenait autant de place que 4 buveurs ordinaires. Il avait déjà vidé un pot de vin, et en était à la moitié du second, se tenant couché sur 3 chaises, s'amusant à déchiqueter, avec la molette de ses éperons, la paille d'une 4e, tandis que de la pointe de sa dague, il dessinait en creux sur la table, un jeu de marelle en miniature. Sa rapière, dont la poignée était à la portée de sa main, s'allongeait de sa hanche sur sa cuisse, et glissait comme une couleuvre entre ses 2 jambes croisées l'une sur l'autre. C'était un homme de 36 à 38 ans, dont on pouvait d'autant mieux voir le visage, aux derniers rayons de lumière qui filtraient par les étroits vitraux losangés de plomb, donnant sur la rue, qu'il avait suspendu son feutre à l'espagnolette de la fenêtre. Il avait les cheveux, les sourcils et la moustache noire, le teint hâlé des hommes du Midi, quelque chose de dur dans le regard et de railleur sur la lèvre, qui, en se retroussant par un mouvement facial, pareil à celui du tigre, laissait voir des dents d'une blancheur éclatante. Son nez droit et son menton en saillie indiquaient la volonté poussée jusqu'à l'entêtement, tandis que la courbe inférieure de sa mâchoire accentuée à la manière de celle des animaux féroces, indiquait ce courage irréfléchi, dont il ne faut pas savoir gré à celui qui le possède, puisqu'il n'est point chez lui le résultat du libre arbitre, mais le simple produit d'instincts carnassiers. Enfin, tout le visage, assez beau, offrait le caractère d'une franchise brutale, qui pouvait faire craindre de la part du porteur de cette physionomie, des accès de colère et de violence, mais qui ne laissait pas même soupçonner des actes de duplicité, de ruse ou de trahison. Quant à son costume, c'était celui des gentilshommes inférieurs de l'époque, moitié civil, moitié militaire, avec le juste corps de drap ouvert aux manches, la chemise bouffant à la ceinture, les chausses larges et les bottes de buffle abaissées au-dessous du genou. Tout cela propre, mais sans luxe et empruntant une espèce d'élégance, à la désinvolture de celui qui le portait. Ce fut sans doute pour ne pas éveiller dans son hôte un de ces accès de colère ou de violence auxquels il paraissait se laisser aller avec une trop grande facilité, que Maître Soleil entra 2 ou 3 fois dans la salle basse où il se trouvait, sans se permettre de faire la moindre remontrance sur la double dévastation dans laquelle il paraissait complètement absorbé, se contentant, au contraire, de lui sourire chaque fois aussi agréablement que possible, ce qui était d'ailleurs facile au brave hôtelier, dont le faciès était aussi placide. C'était que celui du buveur était mobile et irritable. Cependant, à sa 3e ou 4e apparition dans la salle, Maître Soleil ne put se retenir d'adresser la parole à son habitué. « Eh bien, mon gentilhomme, lui dit-il d'un ton de bienveillance marqué, il me semble que depuis quelques jours il y a du chômage dans les affaires. Si cela continue, cette bonne joyeuse, comme vous l'appelez, et il montrait du doigt l'épée de celui auquel il adressait la parole, court le risque de se rouiller au fourreau. Oh. Oui, répondit le buveur de son ton goguenard, et cela t'inquiète pour les 10 ou 12 pots de vin que je dois? Oh. Jésus Dieu, mon gentilhomme, vous m'en devriez 50 et même 100, que je n'en dormirai pas moins tranquillement, je vous le jure, sur les 2 oreilles. Non pas,
Je vous connais trop depuis 18 mois que vous fréquentez la maison, pour que cette sotte idée me soit jamais venue, que je dusse perdre un denier avec vous, mais, vous le savez, dans tous les métiers, il y a des hauts et des bas, et le retour de son éminence, le cardinal-duc, va nécessairement pendant quelques semaines, faire mettre les épées au clou. Je dis quelques semaines, car le bruit court, qu'il ne fait que toucher barre à Paris, et qu'il va repartir avec le roi, pour porter la guerre de l'autre côté des monts. S'il en est ainsi, ce sera comme au temps du siège de La Rochelle, au diable les édits, et les écus pleuvront de nouveau dans notre escarcelle. Eh bien, c'est justement là où tu fais fausse route, ami Soleil, car avant-hier soir et hier matin, j'ai travaillé comme d'habitude en tout bien tout honneur. De plus, comme il n'est encore que 4 heures de l'après-midi, j'espère bien trouver quelques bonnes pratiques avant que le jour tombe tout à fait. Et tomba-t-il, comme Dame Phébé est dans son plein, je compterai sur la nuit à défaut du jour. Quant aux écus qui te préoccupent tant, non dans mon intérêt mais dans le tien, tu vois, ou plutôt tu entends, et le buveur fit harmonieusement résonner le contenu de sa poche, qu'il y en a encore quelques-uns dans l'escarcelle, et que le gousset n'est pas tout à fait si vide que tu le crois. Donc, si je ne règle pas mon compte hic et nunc, c'est tout simplement que je veux le faire payer par le premier gentilhomme qui viendra réclamer mes bons offices. Et peut-être bien, continua l'hôte insoucieux de Maître Soleil, en se penchant vers la fenêtre, et en appuyant son front contre les carreaux, peut-être bien celui qui m'acquittera envers toi, est-il celui-là, justement, que je vois venir du côté de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, le nez en l'air comme un homme qui cherche l'enseigne de la barbe peinte. Justement, il l'a vu, et paraît on ne peut plus satisfait. Éclipsez-vous donc, Maître Soleil, et comme il est évident que ce gentilhomme veut parler à moi, retournez à vos lardoires, et laissez les gens d'épée causer de leurs petites affaires. À propos, éclairez, car dans 10 minutes, il fera nuit comme dans un four, et j'aime avoir l'air des gens avec qui je traite. Le buveur ne se trompait point, car, en même temps que son hôte, empressé d'obéir aux ordres qu'il venait de recevoir de lui, disparaissait par la porte de la cuisine, une ombre, interceptant un reste de jour entrant du dehors, apparaissait sur le seuil de la porte d'entrée. Le nouveau venu, avant de se hasarder par un jour si douteux par la salle basse de l'hôtellerie de la Barbe Peinte, interrogea d'un regard prudent ses ténébreuses profondeurs, voyant alors que cette salle était occupée par un seul individu, et que cet individu était, selon toute probabilité, celui qu'il cherchait, il remonta son manteau, à la hauteur de sa bouche et de ses yeux, de façon à se cacher entièrement le visage, et s'avança vers lui. Si l'homme au manteau craignait d'être reconnu, la précaution n'était point inutile, car Maître Soleil entra juste à ce moment, émanant la lumière, comme l'astre dont il portait le nom, puisqu'il tenait de chaque main une chandelle allumée, qu'il alla déposer dans 2 chandeliers de fer blanc, accrochés à plat contre le mur. L'étranger le regarda faire avec une impatience, qu'il ne se donna point la peine de cacher. Il était évident qu'il eût préféré demeurer dans la demi-obscurité où la salle se trouvait dès son arrivée, demi-obscurité qui devait toujours aller en augmentant, à mesure que la nuit tomberait. Cependant, il demeura silencieux, se contentant de suivre du regard, à travers l'étroite ouverture de son manteau, les agissements de Maître Soleil, et ce ne fut que quand la porte par laquelle il était entré se fut refermée sur sa sortie, que, s'adressant au buveur qui ne paraissait faire aucune attention à lui, il lui demanda, sans autre préambule. « C'est vous qu'on appelle Étienne Latil, autrefois à Monsieur d'Épernon, puis capitaine dans les Flandres, hein ?» Le buveur, qui était en train de porter son pot à sa bouche au moment où la question lui fut faite, tourna, sans remuer la tête, son œil vers celui qui l'interpellait, et, comme la demande lui avait été adressée d'un ton qui ne satisfaisait probablement pas la susceptibilité dont il se piquait. « Eh bien, dit-il, quand ce serait moi en effet, qui m'appelasse de ces 2 noms,
En quoi cela peut-il vous intéresser? Et il acheva de rapprocher de ses lèvres le broc, un instant arrêté au milieu de la route qu'il avait à parcourir. L'homme au manteau laissa au buveur tout le temps de donner à sa dame Jeanne une accolade aussi tendre et aussi prolongée qu'il lui plut de le faire, et, lorsque celui-ci eut reposé le pot, à peu près vide, sur la table. « J'ai l'honneur de vous demander, lui dit-il avec une notable différence dans l'accent, si vous êtes le chevalier Étienne Latil? Ah, voilà qui est déjà mieux, fit, avec un mouvement de tête approbateur, celui auquel s'adressait la question. Alors, faites-moi la grâce de me répondre. Eh bien, oui, mon gentilhomme, je suis Étienne Latil en personne. Que lui voulez-vous, à ce pauvre Étienne? Je veux lui proposer une bonne affaire. Une bonne affaire. Ah. Mieux que bonne, excellente. Pardon? Interrompit celui qui venait de reconnaître que le prénom d'Étienne et le nom de Latil s'appliquaient effectivement à lui, mais, avant d'aller plus loin, permettez que ma susceptibilité prenne modèle sur la vôtre. À qui ai-je l'honneur de parler? Peu vous importe mon nom, pourvu que mes paroles sonnent agréablement à votre oreille? Vous vous méprenez, mon gentilhomme, si vous croyez qu'à mon endroit cette musique-là suffit. Je suis cadet de famille, c'est vrai. Mais je suis de noblesse. Et ceux qui vous ont adressé à moi ont dû vous dire que je ne travaille ni pour le menu peuple, ni pour la petite bourgeoisie. Si vous avez maille à partir avec quelque artisan, votre compère, ou quelque boutiquier, votre voisin, vous pouvez vous bâtonner mutuellement, sans que je m'en mêle ou m'en soucie. Je n'interviens pas dans de pareils démêlés. Je ne puis ni ne veux vous dire mon nom, maître Latil, mais je ne fais aucune difficulté à ce que vous sachiez mon titre. Voici une bague qui me sert de cachet, et qui pourra vous renseigner, pour peu que vous ne soyez point tout à fait ignare en blason, sur le rang que j'occupe dans le monde. Et tirant une bague de son doigt, il la passa au bravo, qui se rapprocha de la fenêtre, et jetant sur elle un regard, aux dernières lueurs du jour. Oh, dit-il, un onyx gravé comme on ne grave qu'à Florence. Vous êtes italien et marquis, mon gentilhomme. Nous savons ce que veulent dire la feuille de vigne et les 3 perles. De plus, riche, ce qui ne gâte jamais rien, la pierre seule, sans sa monture, vaut 40 pistoles. Cela vous suffit-il? Et pouvons-nous causer maintenant, demanda l'inconnu en reprenant sa bague, et en la passant à une main blanche, longue et fine, qu'il tira de son manteau, et que, de son autre main gantée déjà, il s'empressa de réganteur à son tour. Oui, cela me suffit, et vous venez de faire vos preuves, monsieur le marquis. Mais auparavant, et comme art du marché que nous allons conclure, il serait galant à vous, quoique je ne vous en fasse point une condition, de payer les 10 ou 12 pots de vin que je dois dans ce cabaret. Je suis un homme d'ordre, et s'il m'arrivait un accident, dans une de mes expéditions, je serais désolé de laisser derrière moi une dette, si petite qu'elle fût. Qu'à cela ne tienne. Et ce serait, continua le buveur, mettre le comble à votre galanterie. Les 2 pots que j'ai devant moi sonnant le creux, d'en faire venir, pour les remplacer, 2 autres, avec lesquels nous nous gargariserons la gorge, car j'ai le parler sec, et je trouve que les paroles mal humectées écorchent la bouche d'où elles sortent. Maître Soleil, cria l'inconnu en s'enfonçant d'1 degré de plus dans son manteau. Maître Soleil parut, comme s'il se fût trouvé derrière la porte, prêt à obéir aux ordres qui lui seraient donnés. Le compte de ce gentilhomme est 2 pots de vin, du meilleur. L'aubergiste de la barbe peinte disparut aussi rapidement que le fait de nos jours, à travers une trappe anglaise, un clown du cirque olympique, et reparut presque aussitôt, tenant 2 pots de vin qu'il déposa, l'un à la proximité de l'inconnu, l'autre devant maître Étienne Latil. Voilà, dit-il, quant au compte c'est une pistole, 5 sous, 2 deniers. Voici un louis d'or de 2 pistoles et demi, dit l'inconnu en jetant sur la table la pièce annoncée, puis, comme l'aubergiste portait la main à sa poche, sans doute pour y chercher de la monnaie.
Inutile que tu me rendes, dit-il, tu porteras la différence à l'avoir de monsieur. À l'avoir, murmura le bravo, voilà un mot qui sent son marchand d'une lieue. Il est vrai que ces Florentins sont tous marchands, et que leurs ducs eux-mêmes font l'usure, ni plus ni moins que des Juifs de Francfort ou des Lombards de Milan, mais comme le disait notre hôte, les temps sont durs, et l'on ne peut pas toujours choisir ses clients. Pendant ce temps, Maître Soleil se retirait, en faisant révérence sur révérence, et en jetant sur son hôte, qui trouvait des seigneurs payant si largement ses dettes, des regards de profonde admiration. Fin du chapitre. Chapitre 2. Ce qui advint de la proposition faite par l'inconnu à Maître Étienne Latil. L'inconnu suivit Maître Soleil des yeux, jusqu'à ce que la porte se fût refermée sur lui. Et alors, s'assurant qu'il était bien seul avec Étienne Latil. « Et maintenant, dit-il, que vous savez n'avoir plus affaire à un croquant, êtes-vous disposé, mon cher monsieur, à aider un cavalier généreux à se débarrasser d'un rival qui l'importune ? On vient souvent me faire de pareilles offres, et rarement je les refuse. Mais avant d'aller plus loin, il me semble qu'il serait bon de vous faire connaître mes prix. Je les connais, 2 pistoles pour servir de second dans un duel ordinaire, 25 pistoles pour appeler directement, sous un prétexte quelconque, quand la partie intéressée ne se bat pas, et 100 pistoles pour chercher une querelle, qui amène une rencontre immédiate, avec une personne désignée, laquelle doit mourir sur place. Mourir sur place, répéta le spadassin. Si elle ne meurt pas, je rends l'argent, nonobstant les blessures faites ou reçues. Je sais cela, et que, non seulement vous êtes une fine lame, mais encore un homme d'honneur. Étienne Latil s'inclina légèrement, et comme si l'on ne faisait que lui rendre justice. En effet, il était homme d'honneur à sa façon. Ainsi, continua l'inconnu, je puis compter sur vous, Attendez, n'allons pas si vite en besogne. Puisque vous êtes italien, vous devez connaître le proverbe « Che va piano va sano ». Allons doucement pour aller sûrement. Avant tout, il faut connaître la nature de l'affaire, l'homme dont il s'agit, et à laquelle des 3 catégories appartient le traité que nous allons passer, lequel, je vous en préviens, se fait toujours au comptant. Je suis trop vieux routier, vous comprenez bien, pour agir à la légère. Voilà les 100 pistoles toutes comptées dans cette bourse, vous pouvez vous assurer que la somme y est. Et l'inconnu jeta une bourse sur la table. Malgré le son tentateur qu'elle rendit, le spadassin ne la toucha point, et la regarda à peine. Il paraît que nous voulons ce qu'il y a de plus fin, dit-il de ce ton railleur, qui avait, nous l'avons dit, donné un pli particulier à sa bouche. Nous voulons la rencontre immédiate, suivie de mort, répondit l'inconnu, sans pouvoir, quelque puissance qu'il eût sur lui-même, dominer le léger tremblement qui agita sa voix. Alors, nous n'avons plus qu'à nous informer du nom, de l'état et des habitudes de notre rival. Je compte agir loyalement, selon ma coutume, et c'est justement à cause de cela que j'ai besoin de connaître à fond la personne à laquelle je m'adresserai. Tout dépend, vous le savez, ou vous ne le savez pas, de la manière dont on engage le fer. Or, on n'engage pas le fer avec un provincial nouvellement débarqué, comme avec un brave reconnu, avec un godelureau, comme avec un garde du roi, ou de monsieur le cardinal. Si, pas renseigné du tout, ou mal renseigné par vous, j'allais mal engager le fer, et qu'au lieu de tuer votre rival, ce fut votre rival qui me tua, cela ne ferait ni votre affaire ni la mienne. Puis, enfin, vous êtes trop juste pour ne pas savoir que les risques auxquels on s'expose ne sont pas tous dans la rencontre même, et que ces risques sont d'autant plus grands que l'on s'adresse plus haut. Le moins qui puisse m'arriver, si l'affaire fait un peu de bruit, c'est d'aller passer quelques mois dans une bastille. Or, dans les lieux humides et malsains, où les cordiaux sont chers, vous ne pouvez exiger que je me soigne à mes frais. Toutes ces considérations doivent entrer en ligne de compte. Ah, s'il ne s'agissait que d'être votre second, et si vous couriez les mêmes risques que moi, je serais plus coulant.
Mais, vous ne comptez pas dégainer, n'est-ce pas? Poursuivit assez dédaigneusement le spadassin. Non, pour cette fois, cela m'est impossible, et je vous donne ma foi de gentilhomme que j'en suis au regret. Cette réponse au reste fut faite d'un ton si ferme et si calme tout à la fois, si éloigné en même temps de toute faiblesse et de toute forfanterie, que Latil commença de soupçonner qu'il s'était mépris, et qu'il conversait avec un homme qui, si chétive que fût sa mine, et si mauvaise que fût son apparence, n'eût point eu pour se venger recours à l'épée d'un autre, si de graves considérations n'eussent pas retenu la sienne au fourreau. Cette bonne opinion, que le spadassin commençait à prendre de son interlocuteur, s'augmenta encore, lorsqu'à la suite de cette explication, il laissa négligemment tomber ces mots. Quant à la question de 20, de 30, de 50 pistoles de plus ou de moins, je sais ce qui est juste, et je n'aurai pas de contestation là-dessus. Alors achevons, dit maître Étienne, quel est votre ennemi? Quand et comment faudra-t-il l'attaquer? Mais, son nom d'abord. Son nom importe peu, répondit l'homme au manteau. Nous irons ce soir ensemble rue de la Cerisaie, je vous montrerai la porte du logis d'où il sortira, vers 2 heures après minuit, vous l'attendrez. Et comme lui seul pourra sortir à une heure si avancée de la nuit, une méprise est impossible. D'ailleurs je vous indiquerai les signes auxquels vous pourrez le reconnaître facilement. Le spadassin secoua la tête, repoussa la bourse pleine d'or, avec laquelle il jouait du bout des doigts, et se renversant sur sa chaise. Ce n'est point assez, dit-il. Je vous l'ai dit et je vous le répète, je veux savoir avant tout à qui j'ai affaire. L'inconnu laissa échapper un signe d'impatience. En vérité, dit-il, vous poussez trop loin le scrupule, mon cher monsieur Latil. Votre futur adversaire ne saurait en aucun cas, ni vous compromettre, ni vous résister. C'est un enfant de 23 ans à peine, depuis 8 jours seulement de retour à Paris, et que tout le monde croit encore en Italie. D'ailleurs, vous le mettrez à terre avant qu'il ait pu distinguer les traits de votre visage, que, pour plus grande précaution, vous pouvez couvrir d'un masque. Mais savez-vous, mon gentilhomme, dit Latil, en appuyant ses coudes sur la table, et sa tête sur ses poings, savez-vous que votre proposition frise l'assassinat? L'inconnu resta muet. Latil, de son côté, secoua la tête, et repoussant la bourse tout à fait. En ce cas, dit-il, il ne me convient guère d'être votre homme, et le genre de besogne auquel vous voulez m'employer me va peu. Est-ce au service de monsieur d'Épernon que vous avez pris tous ces scrupules? Mon bel ami, demanda l'inconnu. Non, répondit Latil, car je suis justement sorti du service de monsieur d'Épernon parce que je les avais. Je vois cela. Vous n'avez pu vous entendre avec les Simon. Les Simon étaient les tortureurs du vieux duc. Les Simon, dit Latil avec un geste de suprême dédain, sont des donneurs d'étrivières, tandis que moi, je suis un donneur de coups d'épée. Allons, dit l'inconnu, je vois qu'il faut doubler la somme, soit, je puis mettre 200 pistoles à cette fantaisie. Eh bien, non, cela ne me décidera point. Je ne travaille pas dans le guet-apens. Vous trouverez des gens dont c'est la partie, vers Saint-Pierre-aux-Bœufs, c'est là que les coupe-jarrets se tiennent habituellement. Mais que vous importe au surplus, que j'emploie ma manière à moi, au lieu d'employer la vôtre, et que je le mène sur le pré, pourvu que je vous en débarrasse. Ce que vous voulez, n'est-ce pas, c'est ne plus le rencontrer sur votre chemin? Eh bien, du moment où vous ne l'y rencontrerez plus, vous devez vous tenir pour satisfait. Il n'acceptera point votre appel. Ventrebleu, il serait bien dégoûté. Les Latil de Pompignac ne datent pas des croisades comme les Rohan et les Montmorency, c'est vrai, mais ils sont d'honnête noblesse, et quoique cadet de famille, je me crois aussi noble que mes aînés. Il n'acceptera point, vous dis-je. Alors je le bâtonnerai de telle manière qu'il n'osera plus jamais se présenter devant la bonne compagnie. On ne le bâtonne pas, non? Oh! Oh! C'est donc à monsieur le cardinal lui-même que vous en voulez?
L'inconnu ne répondit point, mais tira de sa poche 2 rouleaux de louis de 100 pistoles chacun, qu'il posa sur la table à côté de la bourse, mais dans un mouvement qu'il fit, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.